Je suis Soumaya Balbolia, je suis directrice médicale de BioSMC et je serai votre modératrice pour cette session de webinaire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi le docteur Jean-Claude Cornu, pneumologue et chef de service de pneumologie au centre hospitalier de Verdun. Bonjour, docteur Cornu. Bonjour Soumaya, bonjour tout le monde. Merci de m'avoir invité à présenter ce cas clinique. J'en suis très flatté. Voilà, je vous expliquerai ça dans quelques instants. Et je vois que vous êtes accompagné par Alors, je suis entouré par l'équipe IME, c'est-à-dire l'équipe qui assure le télésuivi, la surveillance des patients qui rentrent dans cette étude IMEUS BPCO qui se termine et dans laquelle on travaille depuis 2 ans et demi, hein, à peu près. Voilà, donc j'ai la secrétaire qui est un des piliers si pas dire le pilier de l'étude, Peggy à ma droite, qui est une infirmière parmi le pool d'infirmières qui fait la télésurveillance, et puis une jeune infirmière étudiante à côté, enfin, une jeune infirmière. Merci pour votre présence et nous sommes ravis donc de vous accueillir tous pour ce webinaire qui est dédié à une avancée dans la gestion des patients qui sont atteints de BPCO grâce notamment à la télésurveillance. Alors, comment je vais partager mon écran? Voilà. Et donc, comment va s'organiser donc ce webinaire? Alors, tout d'abord, nous allons aborder quelques éléments de contexte hein, sur la maladie, sur la BPCO, l'importance de la détection précoce des exacerbations, leur importance notamment en termes de santé publique. Et puis, nous ferons une présentation brève de notre solution de médecine prédictive, la solution Boracare, développée par BioSensi. Nous allons introduire donc le score de détection précoce des exacerbations, le score BVS-Cube. Et puis, je laisserai la parole dans cette seconde partie du webinaire au docteur Cornu qui présentera un cas clinique qui va détailler l'histoire d'une maladie, l'histoire d'une patiente qui est suivie au centre hospitalier de Verdun. Et notamment, on va aborder l'impact de télésurveillance avec le bracelet Bora-Band dont la gestion de la maladie et les bénéfices qu'on a pu en tirer pour la patiente et les implications notamment pour la gestion de la PPCO. Et puis après la présentation, nous aurons une session questions-réponses. Donc nous vous encourageons à poser vos questions, à partager vos expériences si vous en avez. Et puis nous ferons de notre mieux pour y répondre durant la seconde partie de ce webinaire. Donc nous espérons que ce webinaire vous apportera des perspectives, des solutions pratiques pour améliorer la gestion de vos patients atteints de BPCO grâce à la télésurveillance médicale. Alors, la BPCO, évidemment, c'est une pathologie chronique qui est invalidante, qui aujourd'hui est une priorité majeure en termes de santé publique. Là, je vous présente quelques chiffres qui illustrent bien l'ampleur de cette pathologie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, elle est considérée comme étant une épidémie croissante. On estime le nombre de patients concernés par la BPCO aux alentours de 480 millions dans le monde. Et aujourd'hui, il y a des projections qui nous font arriver à des chiffres qui sont aux alentours de 600 millions en 2050. Alors, en France, une estimation de la prévalence est autour de 3,5 millions de patients qui souffrent de BPCO. La BPCO, c'est la 3e cause de mortalité mondiale, hein, avec plus de 3 millions de décès chaque année dans le monde. C'est une d'ailleurs des principales causes de mortalité dans le monde. En France, les chiffres de Santé publique France sont aux alentours de 17 000 décès en France de façon annuelle. C'est un chiffre qui est d'ailleurs alarmant et qui montre l'impact de cette maladie dans notre pays. Qui dit impact de la maladie dit évidemment un coût astronomique pour le système de soins, un fardeau pour le patient, un fardeau pour les aidants et un fardeau également pour les centres hospitaliers, pour les médecins. Donc, la BPCO entraîne aussi des hospitalisations fréquentes. C'est une mortalité qui est élevée, avec 26% des patients qui décèdent dans les 12 mois qui suivent la première exacerbation et 65% décèdent dans les 5 ans. Alors, ces statistiques et ces chiffres
mettent en évidence l'urgence d'améliorer la détection et la gestion des exacerbations de BPCO. Nous aborderons, voilà, au cours de ce webinaire, nous avons évidemment une des solutions qui pourrait s'offrir aux patients BPCO, la solution Boracare, qui aujourd'hui propose une réponse innovante à ce défi en permettant notamment de détecter précocement les signes, les prémices et les signes précurseurs d'exacerbation. Et là, on arrive à le faire aujourd'hui avec une moyenne de 3 jours avant qu'elle ne survienne et avant qu'elle n'apparaisse. Ce qui offre évidemment une fenêtre assez précieuse et intéressante pour une intervention anticipée des exacerbations de BPCO. Je fais ici une présentation assez brève de la solution Boracare, une solution qui est développée par Biosensi. C'est une solution innovante de médecine prédictive. Biosensi, c'est une entreprise qui a été fondée en 2017 et notre mission majeure est de sécuriser le parcours patient et de sécuriser la prise en charge des patients qui sont atteints de BPCO à domicile grâce à des technologies avancées de médecine prédictive. Alors, notre solution se compose de modules qui sont complémentaires. Tout d'abord, nous avons un bracelet connecté, hein, c'est juste là le bracelet Boraband, qui est commercialisé depuis 2020, après l'obtention évidemment du marquage CE. C'est un dispositif médical de classe 2A. Le bracelet Boraband mesure les signes vitaux du patient. Les signes vitaux sont la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la saturation en oxygène et l'activité du patient en nombre de pas et en nombre d'heures. Alors, un autre module complète cette solution, c'est le module Boraflow. Boraflow, c'est une plateforme, c'est un module de collecte de données des machines de ventilation non invasive. Donc, c'est une plateforme aujourd'hui qui est référenciée comme dispositif médical numérique et qui est conforme aux exigences de l'ANAS et de la HAS pour la télésurveillance médicale de l'insuffisance respiratoire chronique. C'est une plateforme qui est notamment en production depuis février dernier. Alors, les données du bracelet Boraband et de la plateforme Boraflow sont centralisées au sein d'une seule plateforme, c'est la plateforme BoraConnect, qui est une plateforme collaborative, interopérable, qui offre finalement une vision assez complète, assez complémentaire, assez intégrée des données qui viennent du bracelet Boraband et des données qui viennent de la ventilation non invasive. Alors, notre solution, évidemment, se distingue par un autre produit, notamment sa capacité de détecter précocement les précurseurs des exacerbations de BPCO, et je vais y revenir dans les diapos suivantes, avec notre score de prédiction des exacerbations de BPCO, le BVS-Cube, qui permet aujourd'hui d'avoir des performances diagnostiques assez honorables. Et justement, j'arrive à ce score de détection précoce des exacerbations, le BVS-Cube. Alors, le BVS-Cube, c'est pour Bora-Wittelsheim Standard Score. C'est aujourd'hui un score qui permet une évaluation détaillée sur mesure de l'évolution de l'état respiratoire. Le score, il est calculé en temps réel et chaque heure à partir des données qui sont recueillies avec le bracelet Boraband et qui surveillent de façon continue donc les 3 paramètres vitaux qui sont la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et la saturation en oxygène. Alors, un petit, on va dire, résumé du fonctionnement de ce score de prédiction. Alors, comment fonctionne ce score? L'algorithme de BVS-Cube commence par établir dans un premier temps une ligne de base en surveillant les signes vitaux du patient sur une période minimale de 3 jours. Alors, cela permet de définir, entre guillemets, des valeurs qui sont normales pour le patient. C'est finalement un apprentissage automatique qui se fait avec un flux de données qui est continu, qui permet de constituer cette zone de baseline ou bien cette phase de baseline. Alors, s'ensuit une seconde phase, c'est la surveillance continue, où le bracelet va collecter de façon continue en temps réel et il va pouvoir comparer toutes les données observées sur cette ligne-là, sur cette période-là, par rapport à la phase de base, à la baseline. C'est-à-dire que le score, en fait, il va refléter finalement les écarts par rapport à la moyenne établie pendant cette première phase de baseline. Alors, comment se fait la détection? Lorsque, notamment, ce score qu'on voit ici, bleu, ça veut dire en fait qu'il n'y a absolument pas de risque et qu'il y a une exacerbation dans les jours qui vont arriver.
Lorsque le score va dépasser un certain seuil, donc s'il y a un écart assez significatif par rapport à la baseline, en fait, cela indique une divergence significative des signes vitaux, et donc ce qui va signaler finalement une période de risque d'exacerbation. Alors, ce qu'on pourrait dire de ce score d'exacerbation, c'est qu'aujourd'hui, ça pourrait être complètement considéré comme un biomarqueur digital, un biomarqueur numérique, parce que en fait, il répond aux différents critères hein, d'un marqueur, c'est-à-dire qu'il est objectif, on récupère des photos, il est quantitatif, on arrive à le quantifier, et il va transposer de façon assez fidèle donc l'amélioration ou bien la dégradation de signes physiologiques. Et la question qui se pose, c'est comment finalement on a pu aboutir à ce score et quelles sont les bases scientifiques d'un score diagnostic pour l'exacerbation de BPCO. En fait, les bénéfices les bénéfices de notre solution sont évidemment basés sur des preuves cliniques et notamment l'étude IMEUS que vient d'évoquer le docteur Cornu au début de son intervention ont été voilà, très précieuses pour établir ce score de prédiction des exacerbations de BPCO. Pour la simple raison qu'on a été intégré dans ce merveilleux projet qui est le projet IMEUS, avec une solution qui est la solution de Biosensi pour pouvoir télésurveiller des patients, une cohorte de patients atteints de BPCO. Ce sont les premiers résultats établis sur 85 premiers patients et qui permettent aujourd'hui voilà, de pouvoir travailler sur une possibilité de détecter les exacerbations. Ce sont des résultats qu'on a présentés à l'ATS l'année dernière, qui permettent de dire qu'on arrive à détecter précocement ces prémices dans 86% des cas, chez 86% des patients, 3 jours avant que les exacerbations ne surviennent. Donc, c'est ce qu'on définit comme étant la sensibilité. Et avec un taux de spécificité de 90%, ça veut dire qu'on a un taux de faux négatifs et de faux positifs qui est assez faible. Donc, aujourd'hui, on est sur 85 patients. Là, on arrive aux fins des inclusions, n'est-ce pas, docteur Cornu, de l'étude IMEUS. Nous allons consolider donc nos données et nos résultats et nos performances diagnostiques sur les 200 patients et nous espérons une publication d'ici la fin de cette année. Donc, je vais donner la main au docteur Cornu qui va nous présenter donc un cas d'application de SCORE et de cette plateforme Bora Connect au centre hospitalier de Verdun. Je vous laisse la parole, docteur Cornu. Merci. Donc, je vais vous expliquer, vous présenter ce cas clinique qui illustre vraiment parfaitement bien l'intérêt de cette télésurveillance et du score BVS Cube en particulier. C'est un cas parmi d'autres, hein, puisqu'on a constaté de nombreux cas identiques dans de nombreuses circonstances. On a pu agir comme vous allez le constater là. Donc là, je vous présente le cas d'une patiente de 52 ans, fumeuse active, non obèse, fumeuse avec un tabagisme débuté très précocement et avec déjà quelques comorbidités quand même, elle souffre d'hypertension artérielle, de coronaropathie et qu'elle a des antécédents également de dépression. Il s'agit d'une patiente extrêmement anxieuse suite à pas mal de soucis familiaux, un contexte très spécial. Je l'avais vue pour la première fois en consultation en octobre 2023 dans le cadre du bilan d'une dyspnée d'effort. Le bilan avait mis en évidence une BPCO et un emphysème essentiellement, donc avec à l'EFR un syndrome obstructif témoignant d'une BPCO de stade 1 en fait, hein, qui est modéré en soi, mais qui s'accompagne donc d'un emphysème important avec une ductance, une diffusion. Alors ductance, c'est la Lorraine, hein, c'est un reste de mes études. Une diffusion des gaz diminuée à 44%. Avec donc une importante distension, le volume résiduel étant augmenté de plus de 100%. Distension confirmée par le scanner, emphysème confirmé par le scanner, et tout ça s'accompagnait d'une hypoxie de repos assez marquée tout de même, avec une PO2 à 61 sans hypercapnie, avec une PCO2 normale. Elle a été mise sous traitement de fond par Trimbo Nextaler avec ventoline en traitement de secours. Voilà pour la présentation de cette patiente. On va passer à la suite.
Elle a bénéficié donc d'une inclusion dans l'étude Imeuse BPCO en février dernier. Donc, c'est une des dernières patientes que nous avons prises en charge dans le cadre de cette étude qui associe à la fois une surveillance des patients BPCO et SAOS. En tout, on a inclus 400 patients. Les inclusions se sont terminées en février-mars dernier. Donc, on a commencé la télésurveillance. Tout s'est bien passé pendant un certain temps. Puis, fin mai, est apparu les critères qu'on recherche systématiquement, que l'infirmière qui est derrière moi recherche systématiquement de façon quotidienne, c'est-à-dire une désaturation accompagnée donc d'une alerte BVS cube. Cette désaturation s'accompagnait, vous verrez tout à l'heure les courbes, c'est vraiment magnifique et tout à fait typique, d'une majoration de la fréquence cardiaque et d'une majoration de la fréquence respiratoire. Le problème, c'est que tout ça est survenu pendant un week-end et la prise en charge par l'équipe Imeuse a débuté simplement le lundi suivant. L'infirmière a appelé donc la patiente qui lui a dit oh, je me sens un peu essoufflé, puis j'ai fait un petit peu de fièvre le week-end, mais si on ne l'avait pas appelé, elle ne se serait pas inquiétée, je pense, à ce moment-là. Donc l'infirmière Imeuse m'a fait part de ce cas, et devant l'aspect vraiment typique des variations et du BVS cube, j'ai décidé de la considérer dès ce moment-là comme une exacerbation, et on a mis en route un traitement adapté associant antibiotiques, corticoïdes, des aérosols de bronchodilatateurs, donc on l'a surveillé quotidiennement avec des appels récurrents tous les jours, pour surveiller l'évolution. L'infirmière, quelques jours après, me dit elle ne va pas mieux, elle a toujours de la fièvre, et puis, puisqu'elle a, comme presque toutes les patientes BPC ou tous les patients, un saturomètre, elle constatait des désaturations, et avec un terrain très anxieux comme elle le présente, j'ai décidé de la voir en consultation en urgence pour faire le point, pour voir sa tête, pour savoir un petit peu comment elle allait. On a prélevé ce jour-là des gaz du sang qui ont confirmé une dégradation avec une PO2 à 55 et puis une hypocapnie qui m'a paru un peu surprenante à 32, je crois, millimètres de mercure. On a mis en route une oxydothérapie. Le bilan biologique que j'avais fait prélever a permis d'écarter qu'une bonne probabilité une embolie pulmonaire avec des dédimères dans les normes, mais avec un syndrome inflammatoire témoignant d'un processus infectieux sous-jacent. Donc je me suis un peu inquiété parce qu'elle était censée avoir un traitement depuis 3 jours, mais en fait, pour différentes raisons, la solitude, les difficultés de déplacement, elle n'avait commencé son traitement que depuis une douzaine d'heures, ce qui expliquait le manque d'efficacité des traitements mis en route lors de l'alerte. L'évolution a par la suite été favorable. J'y ai quand même fait faire un angioscanner, c'est surtout pour vérifier s'il n'y avait pas aussi un foyer de pneumopathie. Et puis, je suis plutôt du genre ceinture et bretelle, donc je me suis dit des dimères, ok, mais elle a quand même une hypocapnie, elle désature, je ne comprends pas trop pourquoi. Donc, l'angioscanner a permis lui aussi d'éliminer une embolie pulmonaire. On n'a pas retrouvé de foyer infectieux. Et puis, l'évolution a été par la suite lentement favorable, avec une hypoxie un peu plus marquée que lors du bilan initial, mais qui s'est progressivement régularisée. Et toujours une hypocapnie qui, elle aussi, s'est régularisée par la suite. Je l'ai vue pour la dernière fois le 21 juin, avec une patiente qui avait retrouvé le moral et qui se sentait beaucoup mieux, qui était sevrée en oxygène, qui pouvait à nouveau gambader dans la mesure de ses possibilités. Voilà pour une évolution que je pense qu'on a freinée, pour laquelle on a évité, je pense, une hospitalisation grâce à cette télésurveillance.
Alors, on peut passer aux courbes maintenant pour visualiser les éléments qui nous ont alarmés. Donc, vous voyez sur la première ligne le BVS Cube, donc le jour où il y a eu cette alerte BVS Cube, hein, le 24 mai. Et vous voyez que cette alerte sur les courbes sous-jacentes, donc en particulier la saturation, elle correspond à une désaturation progressive qui va jusqu'à 82% le 28 mai et qui va progressivement se normaliser par la suite. Alors, au départ, de façon un peu artificielle, puisqu'on l'a placée sous oxygène, et puis elle va se normaliser, retrouver les valeurs antérieures que la patiente présentait, c'est-à-dire des saturations aux alentours de 80, entre 90 et 92%. Parallèlement, vous voyez sur la courbe qui traduit la fréquence respiratoire, cette augmentation de la fréquence respiratoire. Et puis, si on descend encore un petit peu, on va voir la fréquence cardiaque qui s'accélère également. Alors, vous voyez que ces trois courbes évoluent de façon parallèle. C'est vraiment spectaculaire et c'est quelque chose, je pense que les infirmières derrière moi vont le confirmer, c'est quelque chose qui chaque fois nous met la puce à l'oreille et qui nous fait penser que la patiente couvre une exacerbation, présente une exacerbation, sachant que ces anomalies, souvent, on les constate, nous, avant que le patient s'en inquiète. Il y a un petit peu de retard à l'allumage chez les patients. Ils vont attendre de se sentir vraiment mal pour consulter ou appeler, alors que nous, très vite, on peut réagir suite à ces anomalies. Et on voit sur la suite, donc sur les semaines qui suivent, oui, je crois qu'il y a encore une diapo sur le suivi. Soumaya, oui. Voilà, oui, voilà. La suite jusqu'à aujourd'hui, en fait, hein, on voit la surveillance de ces paramètres. On voit qu'il n'y a pas eu d'alerte BVS Cube. Peut-être le 7 juillet, là, aux alentours du mois de juillet, il y a eu un petit sursaut avec un pic du BVS Cube, mais qui n'a pas atteint le seuil de positivité. On voit d'ailleurs que la saturation est restée grossièrement correcte et qu'il n'y a pas eu de variation sur les autres paramètres. Donc, pas d'alerte significative là-dessus. On constate ce qu'on constate chez tous les patients qu'on surveille, c'est-à-dire tous les patients BPCO. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a parfois des petites baisses de la saturation ponctuelle. Ça correspond à ce que les patients disent quand on les voit en consultation. Il y a des jours où ça va mieux que d'autres, mais vous voyez que ça reste ponctuel et isolé. Hein, quand on a aux alentours du 2 juillet une saturation à 87%, ça ne s'accompagne pas d'une franche augmentation de la fréquence respiratoire. Je pense que ce sont des anomalies ponctuelles qui font partie de la vie quotidienne de ces patients. C'est d'ailleurs un reflet de la vie quotidienne de ces patients parce qu'on a ces petites variations qui correspondent au dire des patients et puis on a également, c'est pas le but aujourd'hui vis-à-vis des exacerbations, mais on voit également leur activité physique. Hein. On voit ce qu'ils font, on voit un petit peu, on a un petit reflet, une petite fenêtre sur leur vie quotidienne. Et puis dans l'avenir également avec l'utilisation de la VNI, peut-être aussi de l'oxygène, on verra plus tard. Voilà pour ce cas clinique. Je pense qu'on peut aller à la suite. Voilà, donc dernière consultation, 21 juin, la patiente va mieux. Donc pour résumer, on a une patiente BPCO stade 1, mais emphysémateuse. En fait, elle est plus handicapée par son emphysème, toujours fumeuse malheureusement, avec des comorbidités. J'ai oublié de vous dire qu'elle était également appareillée en PPC pour un SAOS, qui a bénéficié donc d'une détection précoce de cette exacerbation. Je suis persuadé, je suis sûr même que cette détection précoce a permis d'éviter une hospitalisation. Chez une patiente non surveillée de ce type, je pense que tous vous en avez fait l'expérience. Il y a deux cas de figure où la patiente s'inquiète, ce qui aurait été le cas vu son terrain psychologique, et va directement aux urgences, et donc elle se retrouve dans mon service dans les jours qui suivent et hospitalisée. Deuxième possibilité, elle appelle son médecin traitant, mais qui va sans doute la voir plusieurs jours plus tard, ce qui va également limiter l'efficacité et laisser la place à une aggravation entre-temps
de cette exacerbation si il ne lui dit pas plus simplement d'aller aux urgences, vu la surcharge de travail qu'ont nos confrères médecins généralistes. Ce qui est, il faut tenir compte aussi du fait que nous sommes dans une région avec une dette importante en médecine générale, donc une réactivité vis-à-vis des patients qui ne peut pas être parfaite, et puis une dette aussi en spécialiste, en pneumologue. On se sent très, très isolé dans un département comme la Meuse. Et donc là aussi, c'est une grande aide, ce type de surveillance. Dans le cas là, ça nous a permis de détecter une exacerbation, mais ça nous permet aussi parfois de dire aux patients qu'ils vont bien, ce qui peut éviter également des consultations inutiles. Le fait que ces patients soient suivis par le Boraband a aussi un autre avantage, c'est qu'ils se sentent en sécurité. Alors évidemment, il faut leur faire comprendre, et comprendre aussi aux médecins, que ça n'est pas un monitoring de réanimation. On est devant une surveillance quotidienne, mais qui n'est pas instantanée. Mais néanmoins, les patients se sentent rassurés. Je pense que ça a un retentissement bénéfique sur leur qualité de vie. Et cette possibilité de détecter précocement les exacerbations évite également le recours à des hospitalisations. L'autre intérêt du Boraband, qui est un petit peu éloigné de la prévention des exacerbations, quoique, c'est le retour qu'ont les patients sur leur activité physique. Certains patients se rendent compte qu'ils n'ont qu'une activité physique extrêmement modérée, et ça peut les inciter à augmenter un petit peu leur marche, à marcher un petit peu plus souvent, avoir un peu plus d'activité. Voilà pour l'essentiel de ce que je voulais vous dire sur ce cas clinique, et puis sur l'utilité de cette surveillance par le bracelet Boraband dans le cadre de ce logiciel, de ce Bora Connect, qui est pour nous d'une grande aide. Merci, docteur Cornu. Vous faites bien de le mentionner, hein, l'activité physique, c'est important, et c'est également un indicateur d'une amélioration et d'un bénéfice clinique, hein, des interventions de santé, hein. Si on voit que le patient commence à bouger, c'est que forcément, il y a un bénéfice clinique, et ça reste un bon indicateur, notamment pour des patients BPCO, auxquels on recommande de faire de l'activité physique qui reste toujours adaptée à leurs conditions, donc un bon indicateur de bénéfice. Et vous le faites bien également de le rappeler, la télésurveillance médicale n'est pas un dispositif d'urgence, et ce sont les textes de loi qui permettent de faire un cadre d'exercice de la télésurveillance. Ce n'est pas un dispositif voilà, d'urgence, et qu'il faut toujours le rappeler, hein, quand le patient ne se sent pas très bien. Il faut, dans un premier temps, ne pas attendre que le médecin voilà, qui le télésurveille le contacte, mais un geste unique. Il faut s'approcher des services d'urgence, et c'est le réflexe que tout patient doit avoir quand il ne se sent pas très, très bien. Et puis la télésurveillance médicale, oui. Excuse-moi, juste, je lis donc communication efficace, et juste pour revenir là-dessus, c'est-à-dire que nous avons la chance d'utiliser cette télésurveillance dans le cadre d'une étude avec toute une équipe, ce qui évidemment nous simplifie énormément la vie. Et la leçon à tirer de tout ça, c'est qu'il faut évidemment un intermédiaire entre les données techniques, les données cliniques et les données techniques fournies par la télésurveillance et le médecin. Alors nous, on a la chance d'avoir toute une équipe derrière nous pour faire ce travail, ce qui limite le travail du médecin à la gestion des cas aigus, on va dire, hein. Donc ça, c'est un plus, évidemment, et il ne faut pas perdre tout ça de vue. Oui, oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas si vous pouvez également, évidemment, poser vos questions dans l'onglet questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions au docteur Cornu et à nous chez Biosensi. On se fera un plaisir de répondre à tous vos questionnements. Mais en attendant que les questions arrivent, justement, docteur Cornu, vous avez abordé en fait, les ressources que vous avez en interne, hein, pour pouvoir gérer toutes ces alertes. En fait, j'aimerais avoir justement votre retour sur l'organisation. Alors, quand on parle télésurveillance, on parle, oui, de l'impact organisationnel que peut avoir la télésurveillance, et les questions sont très nombreuses voilà, autour de l'organisation.
en interne. Comment vous avez pu procéder pour que ça soit finalement un succès pour vous? Alors, c'est ce que je disais tout de suite, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir cette étude IMEUS qui a été voulue par le département de la Meuse, qui concerne le nord du département, hein, on est un tout petit département, et donc on agit sur un demi-département. Cette étude IMEUS, elle a été voulue donc par les politiques hein, au départ, hein, parce que la Meuse, comme je vous le disais également précédemment, est un département qui manque de spécialistes, de médecins généralistes. Et la question posée, c'était une étude, la question posée, c'est est-ce que avec ce type de télésurveillance, on améliore la prise en charge? Pour moi, la réponse, elle est évidente. Je pense que oui. Donc, cette étude IMEUS a permis la mise en place d'une équipe de télésurveillance avec des infirmières, un pool d'infirmières qui se relaient quotidiennement pour surveiller les données sur BoraConnect, donc vérifier les signes d'exacerbation. C'est des infirmières de mon service, évidemment, et des infirmières de consultation, donc qui ont l'habitude du suivi de ces pathologies, puis qui en plus connaissent la plupart du temps tous les patients, même la plupart du temps, j'enlève la plupart, qui connaissent tous les patients qui sont inclus dans cette étude. Donc, elles surveillent les données techniques, elles passent des coups de fil régulièrement dès qu'elles découvrent une anomalie, et puis on fait une petite synthèse quand il y a des problèmes. Elles viennent me voir et on fait une synthèse et on décide d'une action vis-à-vis du patient en question, qui peut être d'attendre en 24 heures parce que parfois les anomalies sont un peu limites, ou d'appeler, ou de voir le patient en urgence comme avec cette patiente-là, ou de lui envoyer une ordonnance avec un traitement de secours, ou de lui conseiller d'aller voir son médecin généraliste. Voilà, donc l'équipe, comme c'est dans le cadre d'une étude, il y a évidemment beaucoup de documents à remplir et l'équipe est également constituée d'une secrétaire 2 ans et demi que l'on travaille là-dessus. Et c'est valorisant en plus. C'est certain que c'est d'une responsabilité importante pour les infirmières. Je pense que c'est très valorisant pour les infirmières. C'est vraiment quelque chose qui a fait progresser toute l'équipe. Ça crée une autre relation avec le patient. C'est Peggy, vas-y. Mais je disais, ça crée une autre relation avec le patient aussi. Il y a une autre approche et du coup, il y a des liens qui se créent à la longue. Il y a une confiance qui s'installe et ils n'hésitent pas à nous appeler ou nous, on n'hésite pas à échanger avec eux pendant un moment au téléphone pour les rassurer, même si le cas n'est pas inquiétant. Voilà. Alors, évidemment, on a la chance que tout ça soit financé dans le cadre d'une étude. Ça, évidemment, c'est un bonheur qui n'est pas partagé par tout le monde, malheureusement. Et donc, théoriquement, si tout se passe bien, l'année prochaine, l'étude va être étendue pour inclure 1100 patients supplémentaires. Donc, il y a les apnées et les BPCO, avec une extension vers la Meurthe-et-Moselle. Voilà. Alors, nous avons une première question qui dit quel est l'avis sur le suivi BPCO des patients sévères sous O2? Quel est l'intérêt de suivre des patients sévères sous O2 à effort? Intérêt et problème, voilà la question. Alors, l'intérêt, c'est évidemment de vérifier, alors essentiellement la nuit, quand le patient est au repos en tout cas, si l'adaptation du débit d'oxygène est correcte. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous est utile, en particulier par exemple pour cette patiente. On voit que dès qu'on la met sous oxygène, elle retrouve des valeurs correctes. À l'effort, c'est plus compliqué parce que comme tous ces bracelets connectés, que ce soit les montres classiques ou quoi que ce soit, lorsqu'il y a des mouvements, on a moins de données. Donc ça, mais je pense qu'avec les progrès de la technologie, on aura sans doute des données qui seront de plus en plus fiables. Mais déjà, globalement, chez un patient au repos, on a une bonne information de l'adaptation du débit d'oxygène. Et inversement, quand on voit des chutes du débit d'oxygène, eh bien, on peut appeler le patient et lui demander d'augmenter son débit ou le voir en consultation. La surveillance de la SPO2 a également un autre intérêt que l'on
a expérimenté de multiples fois lors de l'étude, c'est la détection des saturations nocturnes, ce qui en général nous fait faire, quand les patients ne sont pas équipés en PPC ou ne sont pas sous oxygène, nous fait faire une polygraphie de dépistage et très souvent on va tomber sur un syndrome des apnées du sommeil qui était méconnu. Voilà. On peut également, quand on a des doutes sur la valeur de la saturation, on peut passer un coup de fil au prestataire à ce moment-là, puis on lui demande de faire une mesure oxymétrique ou oxycapnographique la nuit chez ce patient pour vérifier, vérifier et confirmer les anomalies du Boravant. Oui. Alors, j'ai une autre question qui, par rapport au score BVS-Cube et par rapport au fait qu'il pourrait y avoir des faux positifs. Alors, la question de M. Caprandi, y a-t-il des faux positifs pour la détection de BVS-Cube si les patients font une activité physique inhabituelle? Alors oui, en fait, il y a toujours un risque quand on aborde n'importe quel outil diagnostique de faux positifs. Alors, pour le BVS Cube, il pourrait y avoir des faux positifs, évidemment, mais pas dans le cas où d'activité inhabituelle, pour la simple raison que, en fait, les mesures qui sont prises en compte, ce sont des mesures au repos. Alors, le dispositif et la technologie permet une remontée assez importante des données quand le patient, justement, est au repos. Quand le patient a une activité, notamment pour certains paramètres sur notamment la saturation en oxygène, on a une qualité de données qui reste assez, voilà, pas très, très bonne, finalement. Et donc, comme les mesures sont faites au repos, donc il n'y a aucun risque pour qu'il y ait ces faux positifs pour le BVS Cube. Et puis, les signes vitaux sont passés sur des médianes. Donc, voilà, ce qui limite ce risque-là d'avoir des faux positifs. Donc, les remontées se font quand le patient ne bouge pas beaucoup. Et donc, d'où l'intérêt de passer un petit coup de fil au patient pour oui. vérifier s'il y a une concordance avec des signes cliniques. Là, pour le cas clinique dont on vous a parlé, la patiente ne s'inquiétait pas, mais elle nous a quand même dit, mais j'ai fait quand même de la fièvre. Hein. J'ai fait de la fièvre, donc là, évidemment, on a des éléments concordants. Oui. Et justement, oui, c'est tout à fait ça, hein, ce que vient d'aborder le docteur Cornu, c'est en fait que quand on a une alerte, ce qui est possiblement envisageable, c'est quel est le plan d'action quand on a une alerte. Et là, il y a tout l'intérêt de mettre en place, c'est ce qu'on appelle des plans de prise en charge précoce, c'est-à-dire quand l'alerte elle est déclenchée et quand elle est objectivée sur la plateforme, il y a tout un intérêt d'appeler le patient, de faire passer un questionnaire symptômes. Alors, il y a des patients qui sont assez, dont les symptômes sont très révélateur d'une exacerbation ou bien d'une autre pathologie finalement qui présente les mêmes caractéristiques cliniques. Hein. Donc, il faut toujours avoir en l'idée que la télésurveillance, elle est toujours accompagnée d'une modalité d'accompagnement, que ce soit de l'accompagnement thérapeutique ou bien ce soit de l'accompagnement clinique, c'est-à-dire d'où la nécessité d'avoir des cellules de télésurveillance qui appellent le patient et qui permettent un petit peu de jauger et d'éliminer justement ces positifs. Donc, bien sûr, la télésurveillance avec des alertes est bien, mais elle ne suffit pas. Il y a tout un plan d'action qui doit être mis en place derrière. Alors, moi, j'ai une autre question au docteur Cornu, si vous me permettez. Donc là, on a vu un usage pour des patients ou deux, mais est-ce que vous voyez d'autres cas d'usage de la télésurveillance et avec quel profil de patients finalement? Eh bien, là, justement, on va débuter, on débute une nouvelle expérimentation chez les patients, donc avec le système Boraflow, chez les patients qui sont BPCO sous VNI et exacerbateurs fréquents. Donc, on va inclure quelques patients et les surveiller pendant un mois ou plus et vérifier donc si avec cette surveillance, on va également avoir une action de prévention des exacerbations ou d'amélioration du traitement par VNI. Vous savez, tous les problèmes qu'on peut rencontrer. Donc là, l'avantage avec Boraflow, c'est qu'on va avoir sur le même écran les données du Boraband et les données de la VNI. Et ça, c'est vraiment, là, j'ai encore vu une patiente aujourd'hui, une des premières qu'on a inclus dans l'étude. Donc, c'est vraiment un confort d'avoir toutes ces données à la fois de ventilation et des données cliniques, enfin, les données de saturation et compagnie sur le même écran.
c'est vraiment quelque chose qui permet aussi là de rassurer la patiente, de vérifier. Alors, mon expérience là est limitée puisqu'on débute seulement, mais le premier cas que je viens de voir cet après-midi, c'est tout frais, m'incite à penser que ça va être quelque chose d'intéressant. Donc voilà la poursuite de l'expérimentation. Donc là, c'est le design de l'étude avec une première phase, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, de mise en place du bracelet, ce qui va nécessiter quelques jours pour que l'algorithme se construise et que le score BVS Cube soit pertinent. Et puis ensuite, ce sera une surveillance classique, comme on le fait aujourd'hui, avec des mesures, un plan d'action pour déterminer la façon d'utiliser les données, les alarmes qu'on va recevoir. Donc là, voilà. C'est le plan de prise en charge dont on a parlé tout à l'heure, hein, l'intérêt de la télésurveillance et l'intérêt d'appeler le patient, c'est ce qu'on venait de dire, et de voir avec des questionnaires symptômes, notamment un questionnaire l'Exactor, ça pourrait être un bon questionnaire pour pouvoir éliminer des faux positifs. Et puis la prise en charge derrière qui pourrait adapter en fonction des patients. Voilà, c'est une nouvelle orientation. J'ai une autre question. Quelle est la différence technique entre le dispositif et les montres bracelets connectés pour la mesure précise de la SpO2? Dans mon expérience, ces derniers ont du mal avec des patients BPCO. Alors, la différence, en fait, c'est un dispositif médical. C'est une première différence. C'est qu'il y a d'autres dispositifs qui sont dans le commerce et donc qui évidemment, pour certains, on imagine bien, ils ont de bonnes performances, mais il ne s'agit pas de dispositif médical. Le dispositif Poraband, c'est un dispositif médical de classe 2A, c'est-à-dire que en fait, on a eu une première phase de validation de nos données, que ce soit pour la fréquence cardiaque ou pour la saturation en oxygène. C'est-à-dire que dans un premier temps, en fait, l'idée est dans des laboratoires de recherche, de valider un paramètre, c'est de le faire comparer à un gold standard. Là, typiquement, ce qu'on pourrait comparer les SpO2, c'est par rapport notamment à la gazométrie. Là, c'est un écart en fait qui pourrait être mis en place. Et là, justement, avec nos données, on a mis en place de faibles écarts par rapport au gold standard qui sont aux alentours de 3%. Donc, en fait, la différence, c'est la validation des valeurs. Et qui va faire cette validation et qui est l'organisme de notifié qui va valider en fait toutes les revendications, notamment pour un dispositif médical. Ce qui est le cas de très peu de solutions numériques et c'est quelque chose qu'on a pu justifier depuis la création de BioSciences et à partir de 2020. Et puis également que c'est uniquement avec ce type de matériel validé que l'on peut bénéficier de la cotation de la télésurveillance. Oui, tout à fait. Oui, là, on est dans un autre registre qui est la télésurveillance tout à fait des patients qui sont sous VNI. Et oui, tout à fait, en fait. Effectivement, il faut qu'on justifie de différentes exigences. Là, on est dans un contexte parallèle qui est celui de la VNI, mais il est tout à fait vrai que la ANS et la HAS avaient un cahier des charges qui est assez fourni et nous, on a eu la chance de répondre à toutes les exigences de la ANS, de la HAS pour notre plateforme. Mais voilà, ça, c'est un contexte qui est parallèle, celui de la télésurveillance des patients à insuffisance respiratoire chronique. Voilà. Est-ce que je ne sais pas si vous avez d'autres questions? J'en vois plus. Pas d'autres questions, on me dit. Alors moi, j'aimerais questionner les équipes qui sont avec nous, docteur Cornu, des retours patients. Tout à l'heure, on a parlé un peu de la réassurance des patients. Et en fait, on nous avait dit que certains patients voulaient toujours rester télésurveillés. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour la télésurveillance? Là, je vois Muriel. Je vous laisse la parole, Muriel. Muriel, vas-y, c'est toi qui les vois à la fin.
Vas-y. Oui, j'ai effectivement beaucoup de patients qui aimeraient bien continuer la surveillance par le bord parce que ça les rassure. Ça les rassure, ils savent qu'on va interagir rapidement, ils savent qu'il y a quelqu'un qui va les écouter. Non, c'est oui, beaucoup. Oui, je crois que les patients le disent très fréquemment. On a la chance, alors je ne sais pas si c'est la population normeusienne, mais d'avoir très peu de refus quand on leur propose la télésurveillance. Les échecs les plus importants qu'on a eus, c'est surtout lié à des problèmes de connexion, parce qu'on a encore en Meuse des zones qui sont mal couvertes par le réseau téléphonique, par Internet, et donc avec des problèmes de connexion qui nous obligent à interrompre la surveillance. Mais par contre, les patients sont en général ravis de cette surveillance. Et le médecin aussi. Et le médecin aussi. Alors, j'ai une autre question, c'est qui peut avoir accès à la télésurveillance? Selon les textes de loi, qui doit faire la télésurveillance? Est-ce que c'est l'infirmière obligatoirement? Alors, Je ne sais pas si je vais répondre juste. Nous, c'est une question que je me suis jamais posée, puisque nous, on a la chance, encore une fois, de faire tout ça dans le cadre d'une étude financée par le département, par la région Grand Est, en fait, aussi. Donc, c'est quelque chose qui ne nous concerne pas directement, mais le jour où cette étude va se terminer, effectivement, se posera la question de savoir qui fait quoi. Je pense qu'il y a un nouveau métier à inventer, ce métier d'infirmière d'infirmière, ou ça peut être un autre soignant, qui va interpréter et analyser les données du télésuivi et les transmettre aux médecins responsables. Donc, je pense qu'il y a toute c'est un peu comme un SAMU, je pense, un centre 15 de la télésurveillance qui regrouperait peut-être même différentes spécialités. Je crois avoir compris que les cardiologues étaient très en avance dans le cadre de ces structures. Je pense qu'il faut qu'on essaie de prendre modèle sur eux. Et puis, il faut également que la prise en charge de cette télésurveillance ne se limite pas aux malades sous VNI et sous oxygène. Parce que la plupart des malades qu'on a suivis là n'étaient pas ni sous VNI ni sous oxygène. Donc, dans le monde réel, il n'y avait pas de financement pour eux. Donc, c'est un petit peu, voilà, il y a beaucoup de progrès à faire dans le domaine de la surveillance des malades pneumologiques. Et puis, encore une fois, on n'a pas surveillé que les BPCO, il faudrait surveiller aussi les fibroses pulmonaires, enfin tous les malades qui ont des pathologies un peu sévères, par exemple. Mais tout ça, ça va nécessiter une évolution de la législation. Alors, si on rebondit un petit peu sur le contexte de la télésurveillance des patients à insuffisance respiratoire chronique, docteur Cornu, en fait, les textes de loi ont bien défini le profil des prescripteurs, c'est ce qu'on appelle l'opérateur de télésurveillance. Donc, dans le contexte de l'insuffisance respiratoire, c'est un pneumologue ou bien un réanimateur qui doit mettre en place cette télésurveillance, qui est un acte qui rentre dans le code de santé publique, l'acte de télésurveillance. Par ailleurs, il n'y a pas que le médecin et le réanimateur qui sont impliqués dans ce processus de télésurveillance. Il y a toutes les équipes auxquelles l'opérateur peut déléguer des tâches, notamment des tâches de gestion des alertes. Et ça peut tout à fait concerner des infirmières de pratique avancée, des kinésithérapeutes. Des textes, si on veut se transposer au modèle de télésurveillance de la VNI et de l'oxygénothérapie, c'est un modèle qui est complètement transposable avec des profils complémentaires à celui du médecin. Et j'ai une autre question. Alors, ce suivi et ce dispositif permet de trouver des soucis de type apnée du sommeil. Est-ce qu'on arrive à diagnostiquer des apnées de sommeil avec un dispositif, une télésurveillance comme celle du Bora band et de la plateforme Boragonite? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on voit certains patients avec des saturations qui sont correctes dans la journée, qu'on connaît, on connaît ces patients, et puis on voit que la nuit, il y a des pics de désaturation. Alors, on peut pas, c'est pas les pics qu'on voit dans les apnées du sommeil, évidemment, quand on fait une polygraphie, mais on voit que la saturation nocturne est moins bonne. Et dans ce cas-là, on fait un enregistrement polygraphique. On propose un enregistrement polygraphique. Les autres anomalies qu'on a détectées, c'est les troubles du rythme cardiaque, avec des phases de tachycardie, par exemple, qui nous ont conduit à adresser les patients, à conseiller aux patients d'aller voir le cardiologue. On a dû dépister quelques ACFA comme ça.
Voilà. Merci Donc beaucoup. oui, ça permet de dépister. Alors surtout, comme on l'a dit tout à l'heure, que les données les plus fiables sont au repos. Donc par définition, la nuit, on a en général de très bonnes données sur la saturation. Ouais, il y a des saturations nocturnes, tout à fait. Oui. Alors, je vois qu'il n'y a plus d'autres questions posées. Je pense que je vous laisse un petit mot pour conclure, docteur Cornu, et puis voilà, et on va dire merci à tout le monde après. Donc, je vous laisse un dernier mot, docteur Cornu. Eh ben oui, ben merci d'abord pour. Il y avait beaucoup de monde, j'ai l'impression. J'ai pas toute la liste sous les yeux, mais je suis. Comment? On était une Ouais. quarantaine, j'ai vu 40. Ouais, c'est bien, je suis très Pour moi, content je que vous remercie. la Meuse soit mise en avant comme ça me fait plaisir, et puis je pense qu'à toute l'équipe aussi. Et donc, ben, merci Biosensi pour de nous avoir donné cette opportunité. Bon, le département n'est pas là, mais c'est eux que je remercie à chaque fois de nous avoir permis de faire cette étude. Et puis, je souhaite que ce télésuivi se développe de plus en plus, y compris donc en dehors de cette étude IMEUS qu'on a la chance de terminer prochainement, enfin du moins dans sa première phase. Donc, et merci à tout le monde d'être là. Et puis, bah, je te laisse conclure, Oui. Soumaya. Merci, docteur Cornu, et l'équipe du centre hospitalier de Vernin de nous accueillir aussi quand même aujourd'hui à travers ce webinaire. Alors, nous espérons que vous avez trouvé, par rapport à l'audience, notre session de webinaire utile et inspirante. Nous vous tiendrons évidemment informés des prochains événements que nous allons mettre en place avec Biosensi. Et notamment, il y aura probablement un prochain webinaire sur l'impact de solutions de télésurveillance dans des parcours, notamment des parcours VNI. C'est justement le parcours de soins que vient de présenter le docteur Cornu. Un lien pour un webinaire, pour le lien du webinaire, vous sera envoyé dans les prochains jours par mail. Et si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations sur les solutions de Biosensi, donc nous sommes à votre disposition. Je vais partager avec vous notre mail contact. Évidemment, vous pouvez nous contacter via ce mail contact et vous avez juste à côté un QR code pour évaluer cette session de webinaire. Donc, nous comptons sur vos réponses pour nous améliorer pour les prochaines sessions de webinaire. Donc, ce webinaire est maintenant terminé. Merci beaucoup à l'équipe Verdun et à très bientôt pour de prochains webinaires avec Biosensi.